Voilà, donc aujourd'hui le sujet c'est la sécurité au travail, contrainte ou levier de performance. On est tous en tant que HSE très souvent confrontés à cette question-là. On va essayer d'y apporter quelques éléments. Pour information, la conférence est donc enregistrée et elle sera mise à disposition sur le site de l'AINF dans les prochains jours, le temps que le montage soit fait. Petit rappel déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la INF, on est une association reconnue d'utilité publique depuis 1897, un petit peu plus de 125 ans maintenant. Deux objectifs, prévenir les risques professionnels et faire la promotion de la sécurité, santé et qualité de vie au travail. Donc on organise notamment tous les mois des webinaires ouverts à tous. Aujourd'hui, le sujet vous a intéressé puisque vous êtes là. Au mois de mai, nous aurons une conférence sur la formation sécurité avec les nouvelles technologies à disposition de la formation. Et puis au mois de juin, on prévoit déjà quelque chose sur l'écoute. On verra aujourd'hui que ça rentrera directement en résonance avec la conférence d'aujourd'hui. Alors bien sûr, pour les adhérents de l'INF, on a également des compléments en plus de ces webinaires. Hein, je vous les ai mis là, que ce soit les replays, que ce soit la veille réglementaire, des formations, un accompagnement sur les sujets de la santé, sécurité au travail ou des outils qui sont mis à disposition. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite et je me ferai un plaisir d'essayer de vous aider, qui est le but de l'association. Je laisse la parole à Frédéric qui va vous se présenter d'abord et ensuite attaquer le sujet du jour. Merci Eric. Bonjour à tous. Bonjour aussi un tout particulier aux quelques noms que j'ai repérés, là, des gens que je connais bien dans la liste de ceux qui se sont inscrits. Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, vous voyez que j'ai plus beaucoup de cheveux, j'ai besoin de me protéger du soleil, donc je vais utiliser 3 chapeaux. Le premier, c'est ma formation initiale. J'ai pas une formation initiale de HSE, moi je suis ingénieur généraliste. Donc j'ai commencé ma carrière pendant 20 ans dans des usines avec des fonctions de management opérationnel et de management QHSE. C'est-à-dire j'ai connu les deux côtés de la barrière, une partie de ma carrière étant mais c'est HSE, qu'est-ce qui nous embête? Et puis une autre partie étant mais c'est producteurs, qu'est-ce qu'ils comprennent rien? D'accord, pour caricaturer très vite et très fort. Le troisième chapeau, c'est un chapeau de magicien, parce qu'en 2017, j'ai décidé de créer une activité de conseil, et je reviendrai sur pourquoi un chapeau de magicien tout à l'heure. La société de conseil s'appelle Tispego, et ma mission, c'est d'aider les entreprises à développer la culture sécurité, à développer le leadership sécurité des managers, et évidemment, vous l'avez compris, pour réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, vue du terrain, vous êtes quasiment, enfin une grande majorité d'entre vous êtes des HSE. Donc, ce que vous voyez du terrain, c'est que la sécurité est vue par beaucoup de gens comme étant une somme de contraintes. Et vous avez sans doute entendu des choses du style on passe beaucoup plus de temps à faire de la paperasse qu'à travailler, il faut maintenant des permis pour travailler en hauteur, il faut des permis pour travailler dans des enceintes confinées, on passe du temps à remplir de la paperasse. On nous impose des EPI inconfortables et inutiles. En ce moment, on nous fait porter un masque et des lunettes, ça n'a aucun sens. C'est plus dangereux d'avoir de la buée sur des lunettes et de rien voir. Les chefs comprennent rien à rien. En plus, ils nous imposent des procédures sans rien y connaître du terrain. Il ferait bien de venir de temps en temps voir ce qui se passe ici. Et puis en plus, à chaque fois qu'on a un accident, on nous invente un nouvel outil de prévention. Voilà, ça c'est grosso modo ce que moi j'ai entendu pendant 20 ans, et c'est probablement ce que vous, en tant qu'HSE, vous entendez aussi sur le terrain. Vu de la direction, vous avez probablement été confronté aussi à cette petite BD là. Aïe aïe aïe, les accidents montent en flèche, il faut faire quelque chose, il n'y a qu'un faucon, j'ai une idée, développer la culture sécurité. À vous de jouer. Et puis là, vous vous trouvez bien démunis parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et qu'est-ce que vous vivez sur le terrain? C'est que vous entendez, enfin, vu de votre direction, il faut transformer la culture sécurité, il faut changer les comportements, il suffit de sensibiliser les équipes pour éviter les erreurs humaines. D'accord? Et donc, que ce soit du haut ou du terrain, vous avez le sentiment que, nous avons tous le sentiment que la sécurité est vue par plein de gens comme étant une contrainte. Petit détour
très rapide sur les comportements. Qu'on soit Indiana Jones en train d'essayer de faire de l'archéologie et de prendre cette belle statue dorée, ou qu'on soit juste à la maison en train de changer une ampoule, qu'est-ce qui va dicter notre comportement? C'est bien souvent, je dis bien souvent, c'est tout le temps, on va trouver le moins mauvais compromis entre trois facteurs qui sont: quelle est la performance que je vise, quel est le bénéfice personnel que je peux tirer de ce comportement, et quel est le coût humain que je suis prêt à mettre sur la table. Autrement dit, qu'est-ce qui va faire que je vais choisir de monter sur ma chaise à roulettes pour aller changer l'ampoule, ou qu'est-ce qui va faire que je vais aller couper le compteur et aller chercher un escabeau? Eh ben, c'est est-ce que je vais gagner du temps? Est-ce que ça peut rendre service à quelqu'un de le faire très rapidement? Est-ce que je pense que je vais me blesser, etc. En fait, tous ces petits arbitrages qu'on fait au quotidien, consciemment ou pas, vont constituer la partie immergée de cet iceberg qui représente pour moi une bonne image de ce que c'est que la culture sécurité dans nos entreprises. La culture sécurité dans une entreprise, c'est l'ensemble des manières de faire et des manières de penser qui sont partagées par l'ensemble des acteurs, par l'ensemble de nos équipes. Alors, les manières de faire, c'est pas compliqué. Je prends une chaise, je m'assois dans l'atelier, je reste 3 semaines, enfin, suffisamment de temps, et je peux avoir une bonne vision de comment on produit, à quel rythme on se réunit, comment je fais des changements d'outils, comment je règle telle ou telle machine. Par contre, les manières de penser, la partie immergée de l'iceberg, est beaucoup plus compliquée à déceler parce que c'est ce qui se passe dans les têtes et dans les tripes. Hein. Les petits arbitrages que j'ai essayé d'illustrer avec Indiana Jones, ceux-là sont invisibles. Or, c'est cette partie immergée de l'iceberg qui a le plus d'impact sur la culture et au final sur notre accidentologie. Donc du coup, voilà pourquoi est-ce que j'ai mis un chapeau de magicien comme troisième chapeau de ma présentation. C'est notre boulot, à nous tous ici autour de ce webinaire, c'est de transformer une contrainte en valeur. Et si possible, pas seulement au service de la santé et de la sécurité au travail, mais au service de la performance globale de l'entreprise. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme levier pour pouvoir transformer une contrainte en valeur, devenir tous des magiciens. Donc l'objectif de ce webinaire, il est de proposer une grille de lecture du leadership sécurité. Je ne suis pas en train de dire que je vais vous vendre la solution définitive, magique et autres. C'est vous proposer une grille de lecture facilement mémorisable. Vous en trouverez plein d'autres, hein, mais l'idée ici, c'est de pouvoir avoir une façon d'interpréter le leadership sécurité vue de 6 positions différentes et puis de questionner un peu notre posture de leader influenceur. J'aime bien dire que les HSE, vous êtes des leaders influenceurs, c'est-à-dire que si vous devez avoir un impact sur des valeurs ou sur une culture, c'est bien que vous êtes des influenceurs. Je veux surtout pas qu'on retienne qu'un HSE c'est un expert, que c'est un flic, que c'est... Donc pour moi, vous êtes des influenceurs. Et c'est pas parce qu'on manage pas 350 personnes qu'on n'est pas un leader ou qu'on n'est pas un manager. Hein. Il y a 2 façons de manager, enfin, même sans doute plus, mais en tout cas, il y a le côté hiérarchique et le côté fonctionnel. Et pour avoir vécu les deux, j'ai tout à fait conscience que le côté fonctionnel est parfois beaucoup plus difficile que le côté hiérarchique. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de questionner un peu nos postures de leader influenceur. Et vous verrez que pour chacun des 6 axes qu'on va développer, je vous propose une liste de questions qui vont vous permettre de faire un peu de réflexion personnelle sur nos postures à nous et puis quelle est la posture que j'aimerais changer chez les managers qui m'entourent, notamment les managers opérationnels. Et puis le troisième objectif, c'est, on va avoir 6 axes différents, c'est de se dire, chez moi, vu mon entreprise, vu la culture en place, vu notre historique, par quoi il faut que je commence? Autrement dit, quelle est la bataille que je vais attaquer en premier? On ne pourra pas mener toutes les batailles de front. Et en fonction de vos entreprises, en fonction de la culture en place, vous n'allez pas forcément choisir les mêmes batailles en premier. Donc voilà les objectifs que je me suis fixés en préparant ce webinaire avec Eric. Donc ce modèle, il est basé sur un livre que j'ai écrit avec une collègue qui s'appelle Adeline Verstein. Je ne sais pas si Adeline est parmi nous. Si tu es là, Adeline, je t'embrasse. Ce livre s'appelle « Libérer la sécurité au travail » et le modèle dont je vous parle s'appelle le modèle des 6 E parce que les 6 qualités dont on va parler aujourd'hui commencent toutes par un E.
Quelles sont-elles? L'enthousiasme, on va voir ce que c'est que l'enthousiasme, l'exemplarité, l'exigence, la capacité à être encourageant, la capacité à être un bon enquêteur et la capacité à engager les équipes. Et je vais les passer en revue toutes. En fonction du temps qui va défiler, j'irai plus ou moins profondément dans chacun des thèmes. Pour spoiler un petit peu la fin du webinaire, à la fin, je vous demanderai de vous connecter sur une petite appli pour nous dire, et pour qu'on partage tous ensemble, chez moi, dans mon environnement de travail, dans la culture sécurité que je vis au quotidien dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je pense que pour moi, aujourd'hui, ce serait tel qu'il faudrait développer en premier. Et puis on verra un petit peu, du coup, vous êtes une centaine là, autour de la table, comment se répartissent un petit peu les priorités. Alors, le manager enthousiaste. Et en attendant, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. S'il faut, Eric m'interrompra au fur et à mesure. Et je pense qu'on aura fini suffisamment tôt pour que vous puissiez après poser des questions à la fin et qu'on passe 10 minutes tous ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme ? Pour définir ce que c'est que l'enthousiasme, d'abord, j'aime beaucoup, moi, partir de qu'est-ce que ça n'est pas. J'aime bien définir quelque chose par son contraire. Et donc, voilà quelques verbatims que j'ai entendus au fil des années et que vous avez probablement aussi entendus. On n'a pas le temps de s'occuper de sécurité. Il faut produire, les clients attendent. La sécurité, on verra ça plus tard. La sécurité, c'est le boulot du responsable sécurité. Moi, je suis responsable de production. Mon boulot, c'est de produire. Toi, sur ta porte, c'est marqué responsable sécurité. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ces deux mots? Responsable sécurité. C'est quand même pas compliqué. Donc, c'est à toi de faire. Zéro accident, ça n'existe pas. Vous rêvez, les gars. Zéro accident, ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui va se faire, qui va se faire mal en tombant sur le parking. J'y peux rien, moi, si les gars portent pas les EPI que j'ai fournis. Je leur ai donné des gants, un casque, des lunettes, des chaussures. Moi, je suis pas leur mère. Hein. Combien de fois j'ai entendu ça? Probablement que vous l'avez déjà entendu aussi. Et puis, le dernier, on ne peut pas faire grand-chose contre les douleurs au dos. Hein. Moi, j'y peux rien si le gars se fait mal au dos en mettant ses lacets dans les vestiaires. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Donc, voilà quelques contre-exemples d'enthousiasme que vous avez probablement vécu et que vous continuerez probablement à vivre et qui vont nous aider à définir c'est quoi cet enthousiasme. Pour moi, l'enthousiasme, c'est un mélange de conviction et d'énergie. Pourquoi je dis ça? C'est que je définis l'enthousiasme comme notre capacité à démontrer qu'on est convaincu qu'on peut se rapprocher du zéro accident. Je ne parle pas de l'atteindre, hein, mais je dis que le zéro accident est une vision souhaitable pour laquelle je dois me battre au jour le jour pour me rapprocher. L'horizon, il reste un horizon, mais je vais me battre pour me rapprocher de cet horizon-là. Et c'est notre capacité à incarner cette vision sécurité et à y déployer de l'énergie. J'aime beaucoup cette image du jongleur qui est censé faire tourner ses assiettes pour pas qu'elles tombent. Et nous tous, en tant que managers opérationnels ou HSE ou autres, ou dirigeants, je sais qu'il y en a autour de la table, nous avons plein du lundi matin jusqu'au samedi, nous avons plein d'assiettes à faire tourner. Or, il y a des assiettes, si vous arrêtez de les faire tourner, ça va avoir des conséquences immédiates. Pour un chef d'atelier, s'il ne s'occupe pas d'embaucher les intérimaires dont il a besoin lundi prochain, il ne saura pas faire tourner ses installations. Par contre, s'il arrête de faire de la sécurité cette semaine et qu'il reporte la semaine prochaine, ce n'est pas évident qu'il aura forcément un accident dans les jours qui viennent. Donc, naturellement, il va avoir tendance à laisser tomber des sujets qui n'auront pas de conséquences immédiates. Et bien, l'enthousiasme, c'est cette capacité à m'occuper de sujets, même si je ne m'en occupe pas, ça n'a pas de conséquences immédiates. Donc, quelques questions que je vous invite à vous poser individuellement. Notre vision sécurité, telle qu'elle est affichée dans l'usine, ou telle qu'on la partage dans notre entreprise, est-ce qu'elle est réellement portée par tous les managers? Est-ce que tous les managers font tourner les assiettes comme je l'ai indiqué juste avant? Ou est-ce que c'est seulement une politique signée par le patron et affichée dans la belle salle de réunion? Est-ce que dans mes routines quotidiennes en tant que HSE ou en tant que manager opérationnel, comment je démontre que la sécurité est réellement quelque chose d'important pour moi? Comment je le démontre? Et puis d'ailleurs, une question que je pose souvent à des managers de proximité, c'est quoi la toute première chose que vous dites à votre équipe quand vous arrivez le matin? Enfin, le matin ou l'après-midi, si vous avez l'après-midi. C'est quoi le tout premier message que vous passez? Et ça, pour vous, les HSE, je vous invite à le faire, à discuter de ça avec vos managers, notamment vos chefs d'équipe. C'est faites-leur comprendre
que généralement, une fois qu'ils ont dit bonjour, une fois qu'ils ont parlé du match de foot de la veille ou pris des nouvelles du gamin qui vient de se faire hospitaliser et qu'ils ont brisé la glace, généralement, la première question qu'on pose, c'est « ça va la machine ? Comment ça se passe sur ta machine ?» Et en disant ça, les managers de proximité pensent souvent qu'ils passent un message sécurité. Et en fait, ils passent un message production. Donc, c'est quoi le premier mot qu'on passe dans la journée? Quand est-ce que je parle de sécurité? Est-ce que j'en parle seulement quand il y a eu un accident? Ou en tant que manager, j'en parle aussi quand tout va bien? Autrement dit, est-ce que quand j'en parle après l'accident, je crée de la contrainte? Ou est-ce que je crée aussi de la valeur quand ça se passe bien? Des questions comme ça, je pourrais tripler la liste, il y en a plein. On n'aura pas le temps de toutes les passer en revue, mais je pense que c'est des questions que vous pouvez vous poser et que vous pouvez aussi également poser à vos équipes opérationnelles. J'enchaîne sur l'exemplarité. Qu'est-ce que c'est qu'être exemplaire? Alors, ça peut paraître évident, l'exemplarité. Ça veut dire je fais ce qu'il faut faire. Mais vous savez tous qu'on parle beaucoup de biais cognitifs en ce moment. Il y a un biais cognitif dans lequel on a tous tendance à tomber, qui est le biais d'autocomplaisance. On pense tous qu'on se comporte bien. Il y a eu une étude de fait il y a quelques années sur les automobilistes en France, et 95 ou je ne sais plus combien, 90% des automobilistes français pensaient faire partie des 50% des conducteurs qui conduisent bien. Mathématiquement, 85%, ça ne rentre pas dans 50, hein, ça veut dire qu'il y en a forcément une grosse partie qui se trompe et qui font partie des mauvais conducteurs. On pense tous être exemplaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exemplarité? J'ai choisi cette photo de cerf-volant aligné parce que pour moi, le premier élément de l'exemplarité, c'est la cohérence, c'est l'alignement. Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que je suis aligné avec nos valeurs? Grosso modo, est-ce que je fais ce que je suis censé faire? Est-ce que je réalise mes engagements? Ce que les Anglais appellent walk the talk. L'exemplarité vue comme ça, c'est quelque chose qui est absolument impératif pour transformer une vision en comportement. Si vous voulez avoir un impact sur la culture, vous devez être exemplaire. Si vous ne l'êtes pas, et je ne parle pas que des HSE, je parle de l'ensemble des managers, y compris les dirigeants, vous donnez des permissions implicites. Il n'y a aucune raison, si le chef ne suit pas cette règle-là, je ne vois pas pourquoi je le suivrais. S'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas si important que ça. C'est que c'est pas si important que ça. Et alors, exemplaire, ne faites pas le raccourci, exemplarité sur le port des EPI, ça va bien au-delà de ça. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en voiture avec un directeur d'entreprise et son responsable de production. Et à un moment donné, le directeur d'entreprise étant très très beau parleur sur la sécurité, c'est important, safety first, et tout le tralala. Et à un moment donné, il prend un énorme risque sur la route parce qu'il en avait marre d'être dans les embouteillages, et il a déboîté comme un sagouin. Et le responsable de production m'a regardé en disant « On s'est compris ». Hein, il ne m'a pas dit ça, ça se lisait dans ses yeux. D'accord? Donc en fait, par un acte de « je déboîte comme un sagouin pour sortir des embouteillages », il a prouvé que finalement, safety first, c'était que des mots pour lui. Et donc l'exemplarité, c'est de la cohérence, mais c'est aussi le fait d'être juste. Je ne sais jamais si on dit c'est de la justice ou de la justesse dans ce cas-là, mais c'est le fait d'être juste dans ses décisions, dans ses signes de reconnaissance, qu'ils soient positifs ou négatifs, donc dans ses feedbacks ou dans ses recadrages, et dans ses sanctions. Un manager qui n'est pas juste, pour moi, c'est une des premières qualités du management. Un manager qui n'est pas juste ne sera pas vu comme étant exemplaire. Et on y reviendra après, mais pour moi, il y a une histoire aussi de prévisibilité. Un manager dont on ne sait jamais comment il va réagir en cas d'écart instaure de la méfiance, de la défiance, et non pas de la confiance. Et il sera aussi vu comme quelqu'un de pas exemplaire. Donc, quelques questions. Comment je peux rendre visible cette exemplarité ? C'est pas le tout d'être exemplaire, encore faut-il que ça serve à créer de la valeur. Donc comment je peux le rendre visible? Il y a pas longtemps, un directeur de site m'a dit moi, dans mon usine, on peut rentrer, tant qu'on est dans les allées de circulation, on peut rentrer en chaussures de ville et juste le casque suffit. Très bien, c'est la règle. Mais moi, je rentre systématiquement harnaché comme si je voulais aller dans n'importe quelle installation. J'ai le pantalon, j'ai les chaussures, j'ai les lunettes, je suis la totale. Et c'est ma façon à moi de montrer mon exemplarité et de montrer que la sécurité est importante. Est-ce que je suis prévisible dans mes réactions? Dans les deux sens. Hein. Est-ce que les gens savent que quand je vois un comportement à risque, je vais préférer fermer les yeux? Ou est-ce qu'ils savent que dans tous les cas, je vais intervenir? En toute honnêteté, est-ce qu'il y a des raccourcis que je m'autorise, moi? Je dis, il faut tenir la rampe dans l'escalier, mais moi, est-ce que je la tiens? Et puis, est-ce qu'il y a des règles dans mon environnement qui sont si inconfortables que je sais, si je me pose réellement la question,
que des managers auront tendance à la chanter et du coup à eux ne pas être exemplaires. Est-ce que j'ai fait la chasse à toutes les règles si inconfortables que je sais que la nuit, il n'y a aucune chance qu'elles soient respectées? Je continue, j'enchaîne pour laisser du temps aux questions après. L'exigence, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer une petite photo qui a été prise dans une entreprise dans laquelle j'étais responsable de production il y a quelques années. Ok. Et lui, il n'a pas de casque. Non, il n'a pas de casque. Donc en fait, Nicolas Sarkozy à l'époque était ministre de l'Intérieur et il faisait sa campagne présidentielle. D'accord, il faisait la tournée de l'ensemble des usines du territoire, enfin de plusieurs usines. Et en fait, dans ce groupe-là, on a préparé sa visite pendant une semaine. Ça a monopolisé 2 personnes du comité de direction pendant une semaine pour préparer la visite du ministre avec les renseignements généraux, le cabinet du préfet, le cabinet du ministre. Et donc c'est une entreprise qui à l'époque était au CAC 40, donc une des 40 plus grosses valorisations boursières de France, donc une grosse boîte. Et les 2 personnes que vous voyez derrière lui, c'est le numéro 1 et le numéro 2 du groupe. D'accord? Donc le gratin. Ce que vous ne voyez pas sur la photo non plus, c'est qu'il y a 40 journalistes autour. Et ça flash, et ça flash, et ça flash. Et personne n'a eu le courage de dire, monsieur le ministre, si vous ne portez pas le casque, on arrête la visite. Donc c'est pas le. Là, je n'incrimine pas Nicolas Sarkozy, j'incrimine toute la chaîne hiérarchique dans laquelle j'étais. Okay, du grand patron au chef d'atelier. Pour moi, l'exigence, c'est quoi? C'est la force qui nous aide à rester conforme à nos valeurs. Donc là, c'est l'exigence vis-à-vis de soi, envers soi-même. Et c'est aussi la force qui nous aide à ne pas transiger avec ce qui nous semble non négociable. Si on avait réellement été exigeant ce jour-là, on aurait dit, monsieur le ministre, vous mettez votre casque, on arrête. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la semaine d'après, il visitait une entreprise dans l'agroalimentaire, il avait le casque et la Charlotte. Il était pas plus élégant que s'il avait eu le casque chez nous. Okay. Donc, quelques pièges sur l'exigence, qui est a priori quand même plus compliqué que l'enthousiasme et l'exemplarité. En tout cas, pour moi, je pense que c'est un peu plus compliqué. Premier piège, l'exigence, c'est ni paillasson ni hérisson. Le paillasson, c'est le manager qui va se laisser marcher dessus et qui va pas imposer le suivi de la règle, qui va vouloir éviter les conflits, qui ne va pas aller se battre. Le hérisson, c'est son opposé. C'est celui qui va, au moindre pas de travers, va sanctionner. Chez un manager paillasson, chacun va faire ce qu'il a envie de faire et ce sera à la fête à n'importe quoi. Chez le hérisson, chacun va porter les EPI, mais on va le faire que quand le chef est là. On va le faire parce qu'on n'a pas envie de se faire prendre. On n'a pas envie de se faire engueuler. On ne va pas le faire parce que c'est bien pour nous. Donc, dans les 2 cas, l'engagement sur la sécurité, il est très limité. Donc le but du jeu, c'est d'être à peu près équilibré entre les 2 extrêmes. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit « Bienveillance sans exigence n'est que complaisance ». Pourquoi je dis ça? C'est que la bienveillance, aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, et on a tendance à penser que bienveillance, c'est, on fait un raccourci avec bienveillance, c'est être sympa, c'est être gentil. Attention au gros piège. La bienveillance, c'est pas ça. La bienveillance, c'est vouloir le bien d'autrui. Et de temps en temps, pour vouloir le bien d'autrui, il faut être exigeant. Deuxième piège, les règles doivent être simples. Et là, je m'adresse à vous, les HSE, j'ai été HSE aussi, je le sais, on a tendance tous à faire des règles d'experts, à faire des procédures qui font 10 pages, à faire des classeurs de procédures, qui font qu'à la fin, le contremaître dit tiens, au jeune intérimaire, lis ça, je reviens dans 1 heure. Il y a 0 chance que l'intérimaire ait compris ce qu'il y avait dedans. 0. Donc à nous de faire en sorte que les règles soient le plus simples possible. Et elles doivent être simples, mais en plus, elles doivent être officielles. Il y a dans toutes nos usines, dans toutes nos entreprises, dans tous nos ateliers, des règles officieuses, des accords tacites, des habitudes. Et notre rôle de HSE, et notre rôle de manager aussi, c'est de pister ces règles-là. Et là, il n'y a que 2 cas. Hein. Soit elles vont dans le sens de la sécurité, et ben, je les rends officielles. Et au passage, je dis merci et bravo. Soit elles vont à contresens de la sécurité, et je les détruis. Je fais en sorte de créer une règle qui va bien et qui va, elle, dans le sens de la sécurité. Donc les règles officieuses, il y en a partout. Des petits arrangements, il y en a partout. Et c'est là que le boulot du chef d'équipe, du contremaître, du frontline manager, vous l'appelez comme vous voulez, est extrêmement difficile parce que c'est lui qui a à gérer ces fameuses règles officieuses et bien souvent, c'est lui aussi qui les a mises en place parce qu'à un moment donné, vous les HSE, vous les dirigeants, vous les managers, vous avez peut-être mis en place des règles qui n'étaient pas acceptées, pas acceptables ou impraticables. Ça arrive aussi.
Troisième chose, troisième piège, et je m'arrête là sur l'exigence. L'exigence ne peut être bien perçue que si la règle a un sens, que si elle est construite au service de la vision dont on parlait dans le premier E. Si une règle est balancée comme ça, sans sens ou sans vision, elle est perçue comme étant, l'exigence est perçue comme étant du contrôle autoritaire. D'accord? Et là, vous allez créer de la contrainte, vous n'allez pas créer de la valeur. Donc, quelques questions. Est-ce que moi, je suis plutôt paillasson ou hérisson? Moi, en tant que HSE, c'est quoi mon... Personne n'est parfaitement équilibré, hein. On a tous une couleur. On est tous plutôt l'un ou plutôt l'autre. J'espère que personne parmi les participants est totalement l'un ou totalement l'autre. En général, on ne serait pas à nos postes si c'était le cas, mais on a tous tendance à être un petit peu l'un ou un petit peu l'autre. Et puis d'ailleurs, une autre question, c'est si je mettais tous les managers de ma boîte dans une boîte et que je secoue bien fort pour faire une moyenne, ça donnerait quoi cette moyenne? Paillasson ou hérisson? En réalité, et puis d'ailleurs, vu par les opérateurs de terrain, qu'est-ce qu'ils pensent? Bien souvent, j'ai constaté qu'il y avait un décalage. Souvent, les managers pensent être très exigeants, et puis sur le terrain, j'entends quelques coups de pied au cul, ça fait mal à personne, hein. Les managers, ils feraient bien de temps en temps sévir un peu. Et ça, généralement, c'est une surprise pour les managers. Est-ce que je suis à l'aise pour intervenir devant un comportement à risque? Est-ce que tout le monde autour de moi est à l'aise dans cet exercice difficile? Et d'ailleurs, quand j'interviens, comment je fais en sorte que ce soit une occasion d'amélioration continue et non pas juste perçu comme une sanction? Est-ce que quand j'interviens, je crée de l'engagement individuel ou je mets juste une claque derrière la tête de quelqu'un? C'est imagé ce que je dis, hein, évidemment. Et est-ce que j'ai vérifié que toutes les règles en vigueur dans mon périmètre sont compréhensibles, même pour le jeune intérimaire qui n'a jamais connu une usine et qui arrive pour la première fois dans un environnement industriel ou... Est-ce qu'il peut comprendre? Est-ce que j'en suis sûr? Est-ce qu'il va comprendre ce qu'il va lire? D'ailleurs, au passage, est-ce que je suis sûr qu'il sait lire? Bien souvent, on oublie qu'un certain nombre des gens qui travaillent avec nous ont des difficultés avec la lecture. Et pourtant, on leur fait lire des classeurs de procédures. Et les règles sont-elles officieuses? Est-ce qu'il y a des habitudes ou des accords taxiques? Est-ce que j'ai fait l'effort? Est-ce que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour aller sentir le terrain et aller à la chasse de ces règles officieuses? Je sais que je vais très vite, je prends 2 secondes de ma respiration. Le manager encourageant. Qu'est-ce que ça veut dire encourageant? Alors, avec Adeline, avec qui on a écrit le livre, on s'est approprié une célèbre formule, E égale MC2, et on l'a un peu mélangé à notre sauce, en se disant que l'encouragement, en fait, c'est quoi? C'est de la motivation fois de la confiance au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la motivation? Ça vient, l'étymologie latine veut dire je mets en mouvement, hein, je fais bouger les choses, je fais bouger les gens. Et là, vous devez prendre conscience qu'il y a 2 types de motivation. Il y a la motivation qu'on appelle extrinsèque, autrement dit, j'ai besoin de quelque chose d'extérieur à l'activité pour que l'activité m'intéresse ou me motive. Et là, en général, en sécurité, on dit si vous n'avez pas eu d'accident, vous aurez une prime, si vous vous comportez mal, vous aurez une sanction. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle le bâton et la carotte. Le gros problème avec la motivation extrinsèque, c'est que c'est une motivation très court terme. C'est une motivation qui ne dure pas dans le temps. Qu'est-ce qui fait que je conduis à 70 km/h sur le périph' de Lille? C'est parce que je sais où est le radar. Est-ce que pour autant, 50 mètres après, je ne vais pas passer à 90? Ce n'est pas garanti. D'accord? Donc, on utilise tous des motivations extrinsèques dans notre boulot de manager fonctionnel ou opérationnel. Maintenant, il faut prendre conscience que ce n'est pas les plus durables et qu'on a tout intérêt à développer un autre type de motivation qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est quoi? C'est je n'ai besoin ni de bâton ni de carotte pour que cette activité me motive. Et là, bien souvent, allez chercher un peu dans les hobbies que vous faites. Vous demandez à quelqu'un qui joue au foot le dimanche matin avec ses copains, ou quelqu'un qui va faire des maraudes pour distribuer de la soupe à des SDF. Qu'est-ce qui les motive? Je prends par exemple quelqu'un qui distribue des repas chauds à des SDF l'hiver. Est-ce qu'il a une récompense? Non. Est-ce qu'il y a une punition s'il ne le fait pas? Non plus. Donc il y a autre chose. Et souvent, ça se cache derrière le sens, le sentiment d'être utile, le plaisir et la fierté. Est-ce que si je fais un semi-marathon, est-ce que je serai plus motivé d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée si je sais qu'il y a mes 2 enfants et ma femme sur la ligne d'arrivée pour m'applaudir? Certainement oui. D'accord?
qu'est-ce qui fait que je suis motivé à aller en réunion sécurité? C'est si la réunion est plaisante. S'il n'y a que le chef qui parle et qu'on n'a pas le droit de participer et qu'en plus ce qu'il dit est barbant, pas de plaisir, pas de motivation. D'accord? Donc sens, utilité, plaisir, fierté sont des leviers qu'il faut déployer chez vous. Et je vais vous donner quelques exemples. Le plaisir, déjà, c'est quand la dernière bonne nouvelle que vous avez distribuée en tant qu'HSE? C'est quoi le pourcentage de bonnes et mauvaises nouvelles que vous distribuez? Il y a combien de flash sécurité négatifs pour un flash sécurité positif chez vous? Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est qu'en sécurité, quand vous animez des réunions, le RAS, rien à signaler, c'est un mot qui devrait être interdit. Vous n'avez pas le droit de dire, et là vous pouvez dire la même chose à vos managers opérationnels, quand vous animez la réunion du matin en disant sécurité RAS, donc on peut passer au suivant, qualité RAS. Bon allez, on peut passer aux choses sérieuses, planning, production. Le RAS, c'est perdre une opportunité de distribuer une bonne nouvelle. Et les bonnes nouvelles, vous en avez partout autour de vous. On a fait avancer telle action, je viens de passer aux achats, le reste de l'achat vient de passer la commande pour ressouder la marge du presque accident que tu as remonté hier. Il y en a plein des bonnes nouvelles. D'accord? Et ça rend les réunions un peu plus plaisantes que on a encore eu un échec, on a encore eu un accident. La fierté, donner des signes de reconnaissance. C'est quand la dernière fois que vous avez félicité quelqu'un de façon factuelle et spontanée pour une bonne initiative sécurité? Dire bravo, c'est un levier de motivation intrinsèque. Et puis le dernier, donner du sens, donner le sentiment aux gens qu'ils peuvent être utiles pour qu'ils s'approprient un peu la démarche sécurité, consiste par exemple en associant les équipes dans la recherche de solutions. Ce qui donne en plus une occasion de dire merci. D'un côté, on disait bravo, là, on va dire merci. D'accord? En fait, donc des leviers, et là, je vais très très vite, mais des leviers de motivation intrinsèque, il y en a beaucoup. Il faut penser à les activer, et il faut aussi former les managers qui bossent avec vous pour les activer aussi. Parce que bien souvent, on a tendance à rester coincé dans la motivation bâton et carotte. Alors, j'avais dit que c'était la confiance au carré, j'ai failli oublier celui-là. Qu'est-ce que c'est que créer un climat de confiance? Déjà, instaurer le droit à l'erreur. Si vous voulez que l'information circule, que les presque accidents vous remontent, que les gens osent dire quand il y a un risque, même si ils ont peut-être été à la cause du risque, il faut que les gens aient conscience qu'ils ont le droit à l'erreur. Et pour ça, ça ne peut se passer correctement que si vous avez été clair sur les attentes, que si les managers sont clairs sur leurs attentes, juste dans leur feedback, et, je le redis une fois, prévisible dans leur réaction. Il n'y a rien de pire pour moi qu'un manager lunatique dont je crains la réaction. Parce que lundi, quand j'arrive, je ne sais pas s'il va être bien luné ou pas. Deuxièmement, pour créer un climat de confiance, il faut accepter aussi de quitter son rôle de décideur opérationnel ou d'expert. Vous êtes pour la plupart d'entre vous des experts aussi, pour adopter un rôle de soutien de l'équipe. Il y a une définition que j'ai entendue du management il y a très très longtemps et que j'ai retenue parce qu'elle m'a beaucoup plu, qui disait manager, c'est mettre ses collaborateurs en situation de réussir. J'adore cette idée de je ne suis pas là pour décider comment il faut faire les choses. Je suis là pour créer le terrain et les conditions favorables au fait que mes collaborateurs vont réussir. Donc je vais les faire monter en compétences, je vais lever les freins, mais c'est eux qui vont faire. Et ça crée un climat de confiance. Attention, hein, ça ne veut pas dire, quand je dis quitter ce rôle de décideur, ça ne veut pas dire les laisser tomber. Confiance ne veut pas dire distance. Hein. Tout comme rendre autonome, ça ne veut pas dire les abandonner. Et puis la troisième chose, le troisième point, c'est systématiquement et en permanence, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, notre boulot, c'est donner du feedback. On a besoin de feedback, surtout si vous voulez instaurer un climat de confiance et laisser de l'autonomie et laisser le droit à l'erreur. Les gens ont besoin quand même de savoir est-ce que je vais dans la bonne direction. Et même si je vais dans la mauvaise direction, j'ai besoin qu'on me le dise. Et ça, c'est aussi un point de progrès pour beaucoup de managers, de savoir donner du feedback. Quelques questions. Les deux premières questions là que j'ai mises là, pour moi, sont très très importantes. Et surtout pour nous, les HSE, de quoi sont fiers mes collaborateurs? C'est une question clé pour moi. Je me pose la question de quoi sont fiers les gens chez moi. C'est très rare que je rencontre des équipes où tout le monde me dit ici on n'est pas fier, on vient pour le salaire et c'est tout. Non, il y a toujours de la fierté de quelque chose.
Mais ça peut être de la fierté qui ne va pas dans le sens de la sécurité. Autrement dit, si je travaille dans une boîte où on me dit, nous, on est fiers de faire des tonnes, parce que il y a 10 ans, on faisait 100 000 tonnes, aujourd'hui on en fait 250 000, et c'est grâce à ça qu'on est les leaders mondiaux, et c'est grâce à ça qu'on survit. Ok, la fierté c'est de la production, est-ce que ça va à l'encontre de la sécurité ou pas? Est-ce que pour rester fier de faire des tonnes, je suis prêt à prendre des risques? C'est possible. Et le corollaire, c'est poser la question, ça veut dire quoi pour vous être un professionnel? C'est quoi la différence chez nous entre un pro et un branquignol? C'est quoi? Et là, avec la réponse que vous allez obtenir de ça, et ça c'est quelque chose que j'adore faire en atelier avec des équipes, définir un petit peu quelle est la fierté et c'est quoi être un pro pour vous, ça dit beaucoup des valeurs partagées dans l'équipe. Ça, je vous invite en tant qu'HSE à poser ces questions-là dans les équipes. C'est quoi un pro pour nous? Et un pro dans une usine A ne sera pas forcément la même chose que dans une usine B, hein, même au sein d'un même groupe. Je passe un peu de temps sur ces questions parce que pour moi, elles sont clés et elles sont directement applicables dès demain dans vos environnements de travail. À quand remonte la dernière fois que j'ai félicité quelqu'un pour un comportement ou une initiative sécurité? À quand remonte la dernière fois que les managers autour de moi ont fait la même chose? Ça, je suis sûr que quand il y a une mauvaise nouvelle dans une usine, quand il y a eu un accident grave, ça, l'information circule. Mais quand la dernière fois, un opérateur a accepté ou a pris l'initiative d'arrêter une machine parce qu'il constatait qu'il y avait un risque sécurité ou qu'il a refusé enfin, qu'il a préféré retarder une opération particulière parce qu'il disait que les conditions n'étaient pas réunies, est-ce que je l'ai félicité? Et comment je fais en sorte qu'on le félicite tous et que ce soit un réflexe? Comment est-ce que je peux impliquer davantage les collaborateurs pour qu'ils se sentent utiles dans le développement de la culture sécurité? Comment je peux casser cette croyance que développer la culture sécurité, c'est le rôle du HSE et uniquement du HSE? Comment est-ce que les routines sécurité qu'on a tous, soit parce qu'on les a inventées nous-mêmes, soit parce qu'on a fait un copier-coller du voisin, soit parce que le groupe nous a imposé tel ou tel outil, comment je peux faire pour que ces routines-là soient plus plaisantes? Et comment je peux développer la confiance au sein de l'équipe pour que l'info circule librement? Si l'info ne circule pas, je ne vais travailler et avoir des améliorations sur la sécurité que sur les accidents qui me remontent, autrement dit les accidents à carré. Si l'info circule, je vais avoir une population statistique beaucoup plus large puisque je vais travailler aussi sur les presque accidents. Donc comment je peux faire en sorte que ça remonte? Comment développer la confiance au sein des équipes pour que l'info circule? Bon, je l'ai dit. Comment créer cette confiance? Oui, pour créer la confiance, comment est-ce que je peux être plus clair sur mes attentes en tant que manager HSE ou en tant que manager opérationnel? Est-ce que je suis prévisible? Ça, je l'ai déjà dit, mais ça revient. Est-ce que je suis vraiment prévisible? L'enquêteur. Qu'est-ce que ça veut dire être enquêteur? Pour essayer de tracer un portrait robot, je me suis appuyé un petit peu sur des gens un petit peu connus. Le premier, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, il est présent sur le terrain. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux faits. Donc, il ne va pas faire un arbre des causes depuis son bureau, Sherlock Holmes. Il va le faire sur la scène de crime. Colombo, c'est quelqu'un qui va poser des questions. Ah, encore une question, comme il dit. C'est comme ça qu'il fait. Merci. Et, il pose des questions et il ne se contente pas de sa première impression, qui n'est pas toujours la bonne, même quand on est expert. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Minority Report. Donc, pour réexpliquer, Minority Report, Tom Cruise est policier à Washington dans les années 2050 et ils se servent de gens qui font des rêves prémonitoires pour identifier les crimes avant que le crime n'arrive. J'utilise cette image-là pour dire l'enquêteur, le manager qui a développé sa capacité à enquêter, il n'enquête pas seulement a posteriori, il essaye d'anticiper. Et là, vous avez plein d'outils comme les minutes papillons, ou je ne sais pas comment vous les appelez chez vous, mais tous les outils qui consistent à analyser les risques avant des opérations inhabituelles. Ou vos analyses de risque du document unique, hein, c'est la même chose, sur un plus gros périmètre, mais c'est la même chose. Et puis le dernier, le professeur Xavier dans les X-Men, j'utilise cette image de télépathie pour dire
Ne jugez pas. Ne jugez pas un comportement comme ça à l'emporte-pièce. Si quelqu'un a fait une erreur, c'est que quelque chose l'a poussé à faire. Généralement, quand on adopte un comportement, c'est qu'on a essayé de trouver le moins mauvais compromis, comme je disais tout à l'heure au début du webinaire. Et généralement, j'adopte un comportement parce que j'ai envie de sauver une situation. Je le fais 99% des fois, je le fais pour le bien de l'entreprise. Parce que je pense rendre service, je pense faire plaisir à quelqu'un. Donc plutôt que de juger, je vais vraiment essayer de comprendre l'autre. Pour moi, ça c'est les quatre qualités fondamentales du bon enquêteur. Maintenant, il y a 3 pièges que je vous propose de passer en revue. Les 2 premiers pièges, c'est le manager qui est pas seulement enquêteur, il est enquêteur-procureur. Alors que son copain, il est enquêteur-avocat. L'un est le contraire de l'autre. L'enquêteur-procureur, c'est quelqu'un qui enquête à charge. Un arbre des causes réalisé par un enquêteur-procureur, ça ressemble à ça. Il est tombé dans l'escalier. Pourquoi? Parce qu'il ne tenait pas la rampe. Non-respect de consigne. D'accord? Donc il a trouvé à qui mettre sur le dos de qui il fallait mettre la faute. Et donc voilà, il a fini son job. L'enquêteur avocat, c'est le contraire. Il va défendre coûte que coûte. Ah, mais tu comprends, il faisait noir, puis en plus il était fatigué. Dans les 2 cas, vous reconnaissez un petit peu le hérisson et le paillasson de tout à l'heure. Dans les 2 cas, on ne fera pas une analyse aboutie. Donc il faut trouver le bon équilibre entre l'enquêteur-procureur et l'enquêteur-avocat, qui sont pour moi 2 pièges extrêmement courants. Et le 3e piège, qui est encore plus courant, c'est l'enquêteur je retrouve tout. L'enquêteur je retrouve tout, c'est celui qui pense qu'on va tout régler par la technique. Et qu'en mettant des barrières immatérielles partout, en mettant il va tout trouver. Donc il va mettre des automatismes, des barrières, des lumières, des flashs, et qui oublie que dans le plan d'action sécurité, il doit aussi y avoir des actions humaines et organisationnelles. Donc ça aussi, à vous de lutter pour faire en sorte que, pour créer de la valeur, on aille aussi dans les actions organisationnelles humaines. Donc quel est votre piège à vous? Quels sont les pièges les plus communément rencontrés dans vos entreprises? Ça vaut le coup de se poser la question. Et comment je peux faire prendre conscience autour de moi que les presque accidents, ce n'est pas que des échecs, c'est surtout des opportunités d'apprentissage. Et que du coup, en étant un peu enquêteur sur les échappées belles, les on a eu chaud, ça permet de progresser. Et dernière chose, la posture d'avocat du diable. La posture d'avocat du diable consiste à de temps en temps être capable de mettre sa casquette de pessimiste pour anticiper les risques et de lutter contre ce qu'on appelle communément le biais d'excès de confiance. Et là, dans ces cas-là, ça vaut le coup de distribuer des rôles en disant tiens, on va faire une micro-analyse avant de faire ce chantier qui nous paraît un peu compliqué. Et bien toi, Polo, tu joues le rôle de l'avocat du diable. Ton boulot, c'est de nous convaincre qu'il ne faut pas y aller. Et en faisant ces petits exercices-là, qui en plus sont ludiques, vous allez anticiper des risques en libérant la parole parce que la personne à qui vous aurez confié ce rôle-là va jouer le jeu. Le manager engageant, c'est mon dernier E, et après on pourra passer au sondage et aux questions. Ça veut dire quoi être engageant? C'est quoi l'engagement? Si vous connaissez un petit peu les études de l'Institut Gallup, je vous encourage à aller voir sur Internet, GA2LUP. L'Institut Gallup fait tous les ans une étude de l'engagement des salariés dans tous les pays du monde. Alors tous, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est disponible pour la France. Et vérifie, calcule, fait un sondage pour mesurer l'engagement des salariés et voir qui est activement engagé jusqu'à qui est activement désengagé. Et en fait, il s'avère qu'il y a, je ne sais plus si c'est 6 ou 8% en France des employés, des salariés qui se disent activement engagés pour leur entreprise. 6%. C'est pas beaucoup, hein. Donc l'idée, c'est comment est-ce que moi, en tant qu'influenceur, en tant que leader influenceur, en tant que créateur de valeur, je peux faire en sorte qu'il y ait plus demain de personnes engagées sur la sécurité qu'hier. Autrement dit, moi, HSO, si je pars en vacances, qui va porter le drapeau? Et comment je peux faire en sorte qu'il y ait un maximum de porteurs de drapeau? Donc, pour moi, une des façons de faire, c'est de susciter de l'appropriation. On dit souvent que
il n'y a pas d'outil efficace s'il n'y a pas d'appropriation. Il faut vraiment que vous travaillez, plutôt que de travailler la qualité de l'outil en disant c'est un outil fabuleux parce qu'il a marché chez Tartampion, ou c'est un outil Dupont de Nemours, donc forcément il est safety proof. Donc, travaillez surtout l'appropriation par les équipes. Et pour ça, rendez-les acteurs de la solution. Deuxièmement, on a parlé, je ne vais pas y revenir, du droit à l'erreur. Hein, c'est une solution sine qua non pour faire en sorte que la parole circule. Okay. Et puis deuxièmement, et là je le dis surtout pour vous les HSE, créer du collectif. Souvent ce que je constate, pour vous donner une image, c'est que si je devais symboliser les relations entre le HSE et les opérationnels, j'ai souvent le sentiment que c'est deux camps qui tirent à la corde. Donc, ils tirent à la corde dans des sens opposés. Vous voyez le concours de tir à la corde. C'est-à-dire, moi, je vais mettre en place des règles et je vais m'assurer que tout le monde les respecte. Et puis moi, dans les degrés de liberté que me laisse le HSE, je vais essayer de produire au mieux, au plus vite. Et puis, on tend la corde et puis on fonctionne comme ça. Moi, je vous invite à essayer de changer de paradigme et à se dire, non, nous, les HSE, on est au service des autres services et on est sur un tandem. On roule dans le même sens, ou un aviron si vous voulez. En tout cas, on rame dans le même sens. Je dis souvent à des managers HSE, dans une usine qui fabrique des yaourts, votre rôle, c'est pas qu'il n'y ait pas d'accident. Votre rôle de HSE, c'est de produire des yaourts, sans qu'on se blesse. Et le boulot du producteur, c'est de produire des yaourts sans qu'on se blesse. D'accord ? Donc l'idée, c'est vous êtes tous les deux en train de ramer, vous êtes tous en train de ramer sur le même tandem. Et ça, souvent, l'initiative peut venir du HSE dans sa posture. De non pas je crée de la contrainte, mais j'essaie de créer de la valeur et je me mets au service d'eux. Donc quelques questions. C'est quand la dernière fois que j'ai eu le sentiment de réellement susciter de l'engagement individuel ? Quand je fais des conversations sécurité, est-ce que je fais des conversations qui créent de l'engagement ? Pareil sur l'engagement collectif. Quand on fait des réunions dans mon service ou quand les opérationnels font des réunions dans leur service, est-ce que ça crée réellement de l'engagement collectif ? Est-ce qu'on a trouvé les façons de faire pour créer de l'engagement ? Ou est-ce que c'est juste de l'information qui descend et puis des gens qui écoutent à moitié ? Comment est-ce que quand j'ai un accident ou un incident, je pourrais davantage responsabiliser les collaborateurs sur le progrès qu'on va faire demain plutôt que sur la recherche d'un coupable sur ce qui s'est passé hier ? Comment je peux les monter à bord et les responsabiliser ? Cette question-là, j'aurais pu mettre aussi dans l'autre sur la motivation intrinsèque. Hein. Responsabiliser, c'est créer aussi de la motivation intrinsèque. Dans mes reporting, alors en HSE, quand on fait du reporting, il y a, la plupart des indicateurs sont des indicateurs d'échec. On mesure les accidents, on mesure les presque accidents, on mesure tous les endroits où on n'a pas été au rendez-vous. C'est super motivant pour ceux qui les lisent. Comment est-ce que je pourrais aussi inclure là-dedans des indicateurs qui ne mesurent pas que les échecs, mais aussi les efforts fournis, les bonnes nouvelles? Et puis la dernière, pour vous, et je pense vraiment que celle-là, vous pouvez aussi l'appliquer dès demain. Est-ce que j'ai un jour cherché à savoir honnêtement ce que les équipes de terrain pensent de ma démarche sécurité? Moi, je passe mon temps à juger, à me faire un avis sur comment les gens travaillent, mais est-ce que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils pensent de la démarche que j'ai engagée? Et là aussi, en faisant ça, vous allez créer le fameux tandem dont je parle. Alors, il y a une question qui dit, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'indicateur plus utile que le TFLTG? Ah oui, effectivement, le TFLTG, ce sont des indicateurs où vous allez mesurer des échecs. Alors, de temps en temps, vous ajoutez à ça, on n'a pas eu d'accident depuis 250 jours. Et en se disant, bah, tiens, ça c'est positif. Mais je vais juste prendre un exemple que j'utilise souvent, c'est pour ceux qui font des conversations sécurité. Ou des visites sécurité, je ne sais pas comment on les appelle. Je constate souvent que les HSE vont mettre un indicateur en place en disant, bah, tiens, il faut qu'on en fasse, on va former 10 personnes à faire des conversations sécurité, et du coup, il faut qu'on en fasse 2 par personne et par mois. Et vous allez mettre un indicateur pour la production, la maintenance, la logistique, etc. Et vous allez dire, tiens, on en a fait autant. On est bon, on n'est pas bon. Vous allez mettre un smiley vert, un smiley rouge. Si vous transformez ça en disant, plutôt que de créer de la contrainte en disant, vous devez en faire 2 par manager
et vous n'êtes pas au rendez-vous. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est que chaque personne dans l'usine ait été vue, admettons, 3 fois dans l'année. OK? Eh bien, si vous posez la question, combien de personnes n'ont pas encore été vues une seule fois ce trimestre-ci, vous donnez du sens. Et là, vous allez mesurer l'effort fourni pour atteindre une vision qui est « je veux que tout le monde ait été vu une fois dans ce trimestre ». Ça n'a rien à voir avec je veux que tous les managers fassent 2 conversations par mois. Au final, ça vise la même chose, mais ce n'est pas la même histoire. J'espère que ça répond à la question. Donc, avant de conclure et de passer au sondage, ce que je voudrais que vous reteniez de tout ça, c'est vous êtes principalement des HSE là, autour du webinaire. Avant de chercher à déployer des outils et à trouver le bon outil, et il n'y en a pas 36 000, toutes les entreprises ont les mêmes standards de sécurité. Si je dis qu'il y a 10 outils de prévention, je dois être très optimiste. Cherchez d'abord à vous poser la question, comment je peux développer l'impact de ces outils, comment je peux développer le leadership sécurité de ceux qui auront à les mettre en œuvre, parce que sans cet impact-là, l'outil ne vaut rien. D'accord? Donc plutôt que de me poser la question quel nouvel outil je pourrais déployer dans mon arsenal, posez-vous la question comment les outils qu'on a déjà en place pourraient être plus impactants en développant le leadership sécurité de l'ensemble de la ligne managériale. Et le deuxième conseil que je vous donne, c'est avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, si le modèle vous plaît, posez-vous la question, dans mon environnement, si je devais développer 1 ou 2 E sur les 6 qu'on a vus là, ce seraient lesquels? Et ce que je vous invite à faire là, c'est de prendre 30 secondes en scannant ce QR code. Vous allez tomber sur une question qui dit que dans mon environnement, quel serait le E que je choisirais en priorité, étant donné la culture qu'il y a chez moi. Alors, si j'arrive à le mettre, on va essayer de basculer sur l'écran également, ici pour voir les résultats en direct. Le problème, c'est que ça rame. Voilà. Voilà, donc là, on a les tours sur vos votes. Donc, sur la question, il y avait donc les 6 choix possibles de réponses. On voit pour l'instant 0 sur la capacité à enquêter, et puis on voit deux choses qui sortent un petit peu du lot avec l'exemplarité et la capacité à engager les équipes. Continuez à voter. Hein, mais continuez à voter. Il y a encore de nombreuses personnes présentes sur ce webinaire et qui n'ont pas encore voté. Je vous remets peut-être le QR code pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le flasher. Donc, n'hésitez pas à reflasher ce QR code, ce qui va nous permettre d'avoir des résultats et de faire un petit peu ce sondage aujourd'hui. Pour ceux qui n'arrivent pas à scanner, si vous allez sur le site de WooClap, le code doit être TISPAINF, comme Tispego INF. Vous le voyez là-haut, là. WooClap.com, TISPAINF. Ah oui, parce qu'il y avait une question sur quel était le lien pour aller rejoindre le vote sans avoir de lecteur de QR code. Donc vous l'avez tout en haut, c'est www.wooclap.com/TISPAINF. Voilà, on voit le nombre de votes qui augmente, mais les tendances restent les mêmes. Je ne sais pas, un petit commentaire, Frédéric, sur ces deux œufs-là qui ressortent du lot. Oui, alors les deux qui ressortent sont le premier et le dernier. L'exemplarité, visiblement, est à la cote. Ouais. Hein, que travailler l'exemplarité des managers et la capacité à engager les équipes, et qui se détache de très très loin. Alors, la capacité à encourager, donc à faire du feedback, et à motiver arrive en 3. Donc à peu près la moitié des personnes qui ont voté jusqu'à maintenant, et
et le trio reste le même. Ouais, ça change assez peu. Donc la majorité d'entre vous avez répondu la capacité à engager les équipes et 2, l'exemplarité. Ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses. Ouais. Alors, on va revenir sur la présentation. Je vais revenir, mais au travers de ça plutôt. Voilà. Hop, voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer, désactiver, réactiver plutôt vos micros et puis poser des questions en direct. On a quelques minutes maintenant pour ceux qui seraient obligés de nous quitter puisqu'on approche des 17 heures. En tout cas, un grand merci pour votre attention. Vous pourrez retrouver tous les éléments sur le site de la INF dans les jours qui viennent. Bien évidemment, vous pouvez nous envoyer des messages par mail ou sur LinkedIn. Et puis retrouver les programmes à venir, que ce soit sur Tispego ou sur INF. Alors allez-y, je ne sais pas s'il y a des questions, manifestez-vous. Il y avait une question écrite qui disait on parle beaucoup de culture sécurité, mais si les basiques ne sont pas respectés, est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Je dirais que non, il n'est pas trop tôt, puisque l'exigence et l'enthousiasme font partie des basiques. Donc si les basiques ne sont pas respectés, ça veut dire déjà que l'enthousiasme de la direction ou des managers n'est pas au rendez-vous probablement. Donc vous pouvez déjà vous dire que peut-être que pour vous, c'est des E à mettre en priorité. Est-ce que l'enthousiasme sur la sécurité est là ou pas? Et s'il n'est pas là, faire prendre conscience soit à la direction, soit au manager qu'il y a un sujet à travailler. Gros sujet. Donc. On ne parle pas de la performance sous la forme de retour sur investissement de la prévention. Pourquoi? Alors oui, je sais que certaines personnes ont un discours du style 1 euro investi rapporte 2 euros. C'est pas quelque chose. Alors c'est pas que je suis contre ça, hein, c'est que c'est pas. Je mets pas la finance dans le. Je parle pas de ce côté financier, mais c'est vrai que on aurait pu en parler. On avait tout à l'heure également des questions concernant le management de proximité en comparaison au manager de direction, entre guillemets. Ouais. Est-ce que cela change quelque chose dans l'approche du manager sécurité? Est-ce que c'est vraiment deux populations séparées?